sur les cours de Jean-Phi pour un chapitre consacré aux birapports, aux homographies et aux inversions. Alors tout d'abord, la notion de birapport, j'appelle grand E l'ensemble des quadruplets de C, tels que les termes sont 2 à 2 distincts. Donc A différent de B, de C, de D, B différent de C, D et C différent de D. Et grand B, l'application de E vers C qui à ABCD fait correspondre cette division-là, qu'on appelle le birapport de ABCD. On va montrer que B de E est égal à C privé de 0,1, autrement dit que B est une surjection de E vers C privé de 0,1. Démonstration, d'abord, le birapport est non nul parce que j'ai 4 termes non nuls. Donc je divise un nombre qui n'est pas nul parce que A est différent de C par un nombre qui n'est pas nul, bien sûr, et donc je n'obtiens pas 0. Alors quand est-ce qu'il peut être égal à 1 ? S'il est égal à 1, ça équivaut à dire que ça est égal à ça, et donc en faisant un produit en croix, et en factorisant, ça équivaut à dire ça. Donc A moins B égale 0 ou C moins D égale 0, donc A égale B ou C égale B. Mais A n'est pas égal à B et C n'est pas égal à B, donc c'est pas possible. Donc on arrive bien dans C privé de 0,1. Maintenant, pour que ça soit surjectif, il faut que pour tout Z appartenant à C moins 0,1, on trouve ABCD. Donc je fixe d'abord BCD, enfin, je m'intéresse à BCD, là, si je les fixe, ça va me donner un nombre K. Et donc, dire que Z est égal à ça équivaut à dire que KZ est égal à ça, et après une factorisation de A, je trouve ça. Donc ça va poser, donc comme j'ai fixé BCD, il faut trouver A. Bon, ça va poser de problème si Z est égal à 1 sur K. Donc, je me donne d'abord B, C et puis D comme ça. Donc, je laisse faire le calcul, ça donne K égale 1,5. Donc ici, ça va faire Z sur 2 moins 1. Si Z est différent de 2, on va pouvoir diviser. Donc A va être égal à ça. Alors ça, ça fait moins 1 parce que D vaut 0. Donc ça fait moins 1 sur Z sur 2 moins 1. C'est-à-dire 2 sur 2 moins Z. C'est différent de 0, bien sûr. C'est différent de 1, parce que si c'était égal à 1, on aurait 2 égale 2 moins Z, donc Z égale 0, ce qui n'est pas le cas. Et c'est différent de 2, parce que si c'était égal à 2, on aurait 1 sur 2 moins Z égale 1, 2 moins Z égale 1, ça nous ferait Z égale 1, or Z est différent de 1. Donc j'obtiens bien un petit A qui convient et qui n'est pas égal donc, aux autres. Il n'est pas égal à 0, à 1 et à 2. Donc j'ai bien ABCD qui appartient à E. Et évidemment j'ai B, parce que j'ai tout fait pour, de ABCD qui est égal à Z. Maintenant si Z est égal à 2, je ne vais pas prendre les mêmes BCD. Donc je vais prendre B, C et D comme ça, ce qui fait K égale 2. Et donc quand je remplace, ça va faire du 2Z moins 1, et puis ça je le calcule, et en fait je vais obtenir que A est égal à 2Z sur 2Z moins 1, parce que C il vaut 0, K vaut 2, et puis D vaut... j'ai perdu en fait... oui, ça pardon. C'est... K vaut 2, D vaut 1. Voilà, ça fait 2Z. Ça fait 2Z sur 2Z moins 1, effectivement. Et donc, ça fait 4 sur 3, puisque Z est égal à 2. C'est ce que je cherchais. Donc, ça fait 4 tiers. Et à ce moment-là, 4 tiers, il est bien différent de 2, de 0 et de 1. Donc, ça appartient bien à E. Et j'ai tout fait pour que B de ABCD soit égal à Z. Donc dans tous les cas, j'ai pu trouver ABCD appartenant à E, tel que B de ABCD est égal à Z. Donc B est surjective. Si sigma est une permutation de ABCD, on note B sigma de ABCD, le nombre obtenu en remplaçant ABCD par sigma A, sigma B, sigma C, sigma D. Ce qui définit une application B sigma de E vers C privé de 0,1. D'accord ? Oui, parce que il faut quand même dire que puisque sigma est une permutation, elle est bijective, donc ABCD 2 à 2 distincts, ça implique que
l'ensemble, là, sigma A, sigma B, sigma C, sigma D, c'est exactement l'ensemble des ABCD. Donc ça va être 2 A2 distinctes aussi. D'accord? Donc j'ai bien une application qui va de là vers là. Et on pose, alors je pose désormais B de A, B, C, D est égal à K. Et je vais voir qu'en appliquant des permutations comme ça, eh bien, je vais regarder combien de valeurs je peux trouver pour B sigma de A, B, C, D. Eh bien, si sigma est la transposition BA, c'est-à-dire on échange A, B et on laisse C et D tranquille, ou bien si sigma est la transposition CD, donc enfin D est échangé avec C, quoi, et on laisse AB tranquille, eh bien B sigma est égal à 1 sur K. Alors, c'est immédiat. Hein. Pour la première, on échange B et A, donc on fait B de BACD, d'accord? Donc ça fait B moins C sur B moins D divisé par A moins C sur A moins D. C'est exactement l'inverse de K, parce que lui, K, il est égal à ça. Et puis si je fais B de AB DC, donc ça fait A moins D sur A moins C divisé par B moins D sur B moins C, eh bien je compare avec ça, c'est exactement l'inverse, c'est évident. Alors maintenant, si sigma est la transposition qui échange B et C, ou bien la transposition qui échange A et D, alors B sigma de ABCD est égal à 1 moins K. Donc j'expédie un peu le calcul, mais là j'échange B et C, ça me fait ça, ça me fait ça, et je vous laisse vérifier que ce produit-là est égal à ça, et après je sépare en 2 fractions et j'obtiens 1 moins K. Et pour l'autre, quand j'échange A et D, ben, ça me fait ça, je vous laisse faire les calculs, c'est pas difficile, hein, c'est D moins C sur D moins A, divisé par B moins C sur B moins A, c'est-à-dire multiplié par B moins A sur B moins C. J'obtiens ça et ça fait 1 moins K. Si K est le birapport de ABCD, alors quand sigma décrit l'ensemble des permutations de ABCD, et il y en a 24 parce que 4 x 3, 12 x 2, 24, et bien B sigma de ABCD prend les valeurs qu'il y a là. Voilà toutes les valeurs possibles, et parmi elles, certaines peuvent être égales. En démonstration, sigma va être une composée de ces 4 transpositions qu'on a vues avant. Toute permutation de ça est composée de ça. Sauf qu'il y en a 2 qui réalisent le sigma 1 et sigma... alors, sigma 2 et sigma 4, c'est-à-dire celle-là, ça c'est vrai ça, oui, celle-là et celle-là réalisent la même transformation sur K, elle transforme K en 1 moins K, d'accord, c'était bien celle qui échange BC et celle qui échange AD, oui c'est ça, BC donc c'est sigma 2 et sigma 4, et puis les deux autres, elles réalisent cette transformation, c'est ce qu'on avait vu avant. Donc en fait, il suffit que je compose des sigma 1 et des sigma 2, d'accord, pour obtenir tous les résultats possibles. Alors, quand je compose des sigma 2 et des sigma 1, qu'est-ce que ça va donner? Sigma 2 rond sigma 1. Sigma 1 transforme K en 1 sur K. Et donc après, quand j'applique sigma 2, ça fait 1 moins 1 sur K. D'accord? Qui fait K moins 1 sur K. Et après, si je lui applique sigma 1, ça va prendre l'inverse. Donc ça fera K sur K moins 1. D'accord? Et si je fais sigma 2 d'abord, lui il me fait 1 moins K, et sigma 1 il va me faire 1 sur 1 moins K. D'accord? Et si je fais sigma 2 après, eh bien il va me faire 1 moins ce truc-là. Et donc là, ça y est, j'ai déjà obtenu toutes les valeurs. D'accord? J'ai déjà obtenu toutes les valeurs possibles. Et je ne peux pas en avoir d'autres parce qu'en fait, quand on va composer des sigma 2 et des sigma 1, on va avoir... alors d'abord, ça ne sert à rien d'étudier des suites des compositions où il y en a deux de suites qui sont égales, parce que ça fait l'identité. Donc ce qu'il faut regarder, c'est des choses comme ça, d'accord? Et puis éventuellement, comme ça, hein, ou bien comme ça, d'accord? Et donc c'est ce qu'on a fait avant. Voilà.
Donc on a obtenu toutes les valeurs possibles. Propriété suivante, si K est différent de 0 et de 1, eh bien, on a vu que j'appelle EK l'ensemble des valeurs possibles. Si deux de ces six termes sont égaux, ça peut être par exemple ces deux-là, eh bien, c'est qu'il existe deux permutations sigma oméga telles que différentes, telles que B sigma de ABCD est égal à B oméga de ABCD, c'est-à-dire qu'on a ça. Alors si je leur applique sigma moins 1, ça va me faire B sigma moins 1 de sigma, sigma moins 1. Alors sigma moins 1 de sigma, ça fait, je vais retrouver en fait B de ABCD. B de ABCD, c'est-à-dire K. Et de l'autre côté, j'aurai B de sigma moins 1 de oméga de A, B de sigma moins 1. Alors sigma moins 1 rond oméga, je l'appelle gamma, et je vais obtenir B gamma de ABCD est égal à K. Autrement dit, et B gamma, c'est une permutation de ABCD. Donc ce B gamma de ABCD, c'est une des valeurs qu'il y a là, qui doit être égale à K. Autrement dit, si j'ai deux valeurs parmi celles-là qui sont égales, forcément K va se retrouver dans une de ces valeurs-là. Et donc ça va m'aider, ça va me simplifier la tâche pour trouver tous les cas possibles. Alors, si K est égal à 1 sur K, ça me fait K égale moins 1. Donc là, je remplace K par moins 1, puis je vais trouver que moins 1 est égal à ça. Forcément, il va être égal à E2 et à E1,5, parce que si je passe de moins 1 à 2 par une permutation, par la permutation inverse, je vais passer de 2 à moins 1. Et donc, elles vont être égales. Alors ensuite, j'étudie tous les cas possibles. Donc, K égale 1 moins K, lui, ça me fait K égale 1,5, je vais retrouver ça. K est égal à 1 sur 1 moins K. Alors ça me donne une équation du second degré. K2 moins K plus 1 est égal à 0, qui me donne ces solutions-là. Je vous laisse faire le calcul avec les K qui est égal à ça. En utilisant K2, justement, moins K plus 1 égale 0, on peut simplifier les calculs de ça. Et on va trouver que K est égal à ça. D'accord ? Si K est égal maintenant à K sur K moins 1, comme K est différent de 0, je supprime les K, ça me fait K moins 1 est égal à 1. Donc K égale 2, je retombe là-dessus. Et enfin, si K moins 1 sur K est égal à K, je retombe sur K2 moins K plus 1 est égal à 0. Et donc le résultat précédent. Conclusion. Si K est égal à moins 1, 2 ou 1,5, on a le K qui est égal à ça. Si K est égal à exponentielle de plus ou moins I pi sur 3, on a le K qui est égal à ça. Et dans les autres cas, c'est-à-dire quand K n'est pas égal à ces trois valeurs ni à ces deux valeurs, et qu'il n'est pas égal à 0 et à 1 non plus, d'accord ? Voilà. Et bien à ce moment-là, le cardinal de K est égal à 6, c'est-à-dire toutes les valeurs là sont 2 à 2 distinctes. Propriété, ABCD sont 4 points alignés, 2 à 2 distincts, du plan C d'affixe ABCD, nombre complexe. Donc eux aussi 2 à 2 distincts. Alors, les points sont alignés au cocyclique si et seulement si le birapport de nombres complexes appartient à R. Démonstration, donc on a l'angle ADAC, angle de vecteur, qui est égal à argument de C-A sur D-A, qu'on simplifie, idem ici, d'accord ? Et si je fais la différence de ces deux angles, là on est dans du modulo de pi à chaque fois. Ça va être argument de Z moins argument de Z', c'est-à-dire de Z sur Z'. Donc argument de ça divisé par ça, et là on retrouve le birapport que j'appelle K. On a donc ADAC moins BDBC est égal à argument de K modulo de pi. Donc K appartient à R si et seulement si son argument est égal à pi ou 0 modulo de pi. D'accord ? Donc ça fait que AD c'est équivalent à dire que ADAC moins BDBC est égal à 0 ou pi modulo de pi, autrement dit à pi modulo pi. Donc ces deux angles sont égaux à pi modulo pi. Voilà. Donc K appartient à R équivaut donc à dire qu'on a ça, ce qui équivaut à dire que la droite AD et la droite AC font un angle qui est égal
à l'angle des droites BD et BC. Voilà, puisqu'on est dans du modulo pi. Donc, il y a deux cas en fait. C'est les points alignés ou les points pas alignés. Si A, C, D sont alignés, alors AD, AC est égal à 0 modulo pi. Ça équivaut à dire que l'autre aussi est égal à 0 modulo pi. Et donc que B et C sont alignés. Dans ce cas-là, ils sont tous alignés. D'accord? Voilà. Mais si 3 ne sont pas alignés, par A, C, D ne sont pas alignés, donc ça c'est différent de 0 modulo pi, donc l'autre aussi, donc ceux-là ne sont pas alignés. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Dans ce cas-là, on a le dessin ici, et de cette relation-là, on sait parce qu'on l'a étudié dans un chapitre sur le cercle, eh bien on sait que cette égalité à droite, angle de droite ADAC est égal à angle de droite BDBC, eh bien ça équivaut à dire que les points A, B, C, D sont cocycliques. Et donc on a le résultat. Birapport de 4 points alignés 2 à 2 distincts, on va le noter comme ça maintenant, on ne mettra pas le B devant. C'est mesure algébrique de AC divisé par mesure algébrique de AD divisé par mesure algébrique de BC divisé par mesure algébrique de BT. Donc si R est un repère de la droite et qu'on note ABCD les abscisses de A, B, C, D, alors on va avoir, je remplace, ça fait C-A, D-A, C-B, D-C, et puis en multipliant par moins 1, on obtient ça. Et c'est le birapport des abscisses des points sur la droite. C'est indépendant de OI tout ça, hein, parce que même déjà à ce stade-là, on sait que quand on divise des mesures algébriques qui concernent des points qui sont sur une droite, on sait que c'est indépendant à la fois de O et puis de I, hein, c'est-à-dire de tout le repère qu'on prend sur la droite. Donc c'est vrai évidemment pour ça ici. Si la droite est dans le plan complexe, on va appeler ZA, ZB, ZC, ZD les affixes de A, B, C, D. On a des relations du type CA, vecteur CA égale lambda DA. Hein, et puis de la même façon, vecteur CB est égal à mu, vecteur DB, qui nous donne ces relations-là avec les nombres complexes. D'accord? Donc si je prends le birapport de ces nombres complexes, je trouve évidemment ZA moins ZC sur ZA moins ZD divisé par ZB moins ZC sur ZB moins ZD, ça me fait lambda sur mu. Mais de cette relation, j'en déduis que mesure algébrique de CA égale lambda mesure algébrique de DA. Je rappelle que mu et lambda sont dans R, hein, parce que les points sont alignés, donc on a des nombres réels, là, il faut absolument. Hein. Et on a mesure algébrique de CB égale mu, mesure algébrique de DB, d'accord? Et donc, le rapport lambda sur mu, ben, ça nous fait exactement ça. Autrement dit, ça fait que donc, oui, ça fait exactement ça. Voilà. Donc ça veut dire que le birapport ZA, ZB, ZC, ZD est égal au birapport des 4 points alignés A, B, C et D. Voilà. Donc, en fait, ce birapport des 4 points, ben, on l'a avec les mesures algébriques, avec les abscisses des points sur la droite orientée, et puis avec les affixes des points. Remarque, le birapport ABCD est égal au birapport BADC est égal à DCBA est égal à CDAB. C'est facile à voir parce que là, j'ai changé les deux premiers et les deux derniers. Donc, j'ai fait 1 sur K, puis après 1 sur K. Donc, ça fait K, je retombe sur celui-là. Donc, c'est bien égal. Et puis après... ici, j'ai échangé, alors j'ai échangé quoi? Oui, j'ai échangé D et A, d'accord? Donc ça fait 1 moins K. Et puis du coup, je vais échanger C et B, ça fera 1 moins 1 moins K, et je retombe sur K. Donc ça, c'est aussi égal à ça. Et puis maintenant, je vais échanger les deux premiers, donc ça fait du 1 sur K. Avec les deux derniers, ça fait du 1 sur K, et je retombe sur K. Donc j'ai bien ces 4 birapports qui sont égaux. C'était juste une remarque. Définition, on dit que 4 points
aligner deux A2 distincts ABCD dans cet ordre forment une division harmonique si le birapport ABCD est égal à moins 1. Alors attention à l'ordre, parce que si le birapport ABCD est égal à moins 1, si je prends par exemple, si j'échange A et D, non, B et C, pardon, eh bien A, C, B, D, je sais que le birapport K est échangé en 1 moins K, c'est-à-dire 1 moins moins 1, ce qui fait 2. D'accord? Et si maintenant, à partir de celui-là, j'échange A et C, ça va être, le birapport va être changé en son inverse, donc en 1,5. D'accord? Donc je vois que, suivant l'ordre, ils ne sont pas tous égaux à moins 1. Et j'aurais pu en écrire d'autres. Dire que ABCD est égal dans cet ordre à moins 1, ça équivaut à dire que celui-là est égal à moins 1. Voilà, on a toutes les équivalences qu'il y a ici. Je vous explique rapidement. Ici, on s'est contenté de changer l'ordre des deux premiers. Donc K est changé en 1 sur K. 1 sur moins 1, ça fait moins 1. Ici, j'ai changé les deux derniers par rapport à celui-là. Même changeant 1 sur K, donc même résultat. Ici, on a changé, on a laissé BA, mais on a changé CD. Donc pareil, 1 sur K. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a échangé BC et on a échangé AD. Donc quand on échange BC et AD, on fait le changement 1 moins K. Mais 1, comme on fait les deux en même temps, c'est 1 moins 1 moins K. Donc ça ne change rien. D'accord? Alors à partir de celui-là, maintenant on échange les deux premiers. Donc ça fait 1 sur moins 1, ça fait toujours moins 1. On échange les deux derniers, pareil. Et puis maintenant j'échange les deux premiers, et toujours pareil. Voilà. Si ABCD est égal à moins 1, on dit que CD est en division harmonique avec AB. Et ce qu'on vient de voir ici, c'est que donc, CD en division harmonique avec AB, c'est pareil que CD en division harmonique avec BA. Mais c'est pareil que AB en division harmonique avec CD. CD et AB. Et c'est pareil que BA en division harmonique avec CD. Donc en fait, c'est pareil que dire AB non ordonné, c'est-à-dire AB ou BA, en division harmonique avec CD non ordonné, c'est-à-dire CD ou DA. Et c'est pareil que de dire CD non ordonné, donc CD ou DC, en division harmonique avec AB non ordonné, c'est-à-dire AB ou BA. Voilà ce qui découle de tout ce qu'on a vu avant. Propriété si O est milieu de AB, alors dire que ABCD est une division harmonique, ça équivaut à dire que mesure algébrique de OC par mesure algébrique de OD est égale à mesure algébrique de OA au carré. Démonstration en prenant O comme origine. Donc comme ça, A et B ont des abscisses opposées. Donc B est égal à moins A. Donc dire ça, ça équivaut à A moins C sur A moins D est égal à l'opposé de B moins C sur B moins D, c'est-à-dire de moins A moins C sur moins A moins D. Bon, après, il faut faire A moins, le moins avec le moins A moins D, ça fait A moins C facteur de A plus D. Et ici, il va me rester ça fois ça, je prends leurs opposés, D moins A facteur de A plus C. Je simplifie, il y a plein de termes qui s'en vont, il reste DC égale A carré, c'est-à-dire DC, c'est ça, égale mesure algébrique de OA au carré, et on a le résultat. Alors, de ça, il découle quoi? Il découle que, puisque ça c'est positif, C et D vont tous les deux positifs, ou C et D vont être tous les deux négatifs. Si C et D sont tous les deux positifs, je vais avoir cet ordre-là, c'est-à-dire je vais avoir, par exemple, C qui est entre O et B, et pour compenser, je vais avoir D qui va être après B, puisqu'il faudra quand même que OA carré qui vaut pareil que OB carré, d'accord? Donc si OC est plus petit que OB, il faudra bien que OD soit plus grand que OB. Donc je vais avoir ça ou ça. Ça, c'est quand c'est OD qui est plus petit que OB. Voilà. Et puis si C et D sont négatifs, j'ai exactement le même raisonnement à faire
Donc en distinguant le cas où C est entre O et A, et donc après on compense la longueur en mettant D avant, et puis l'inverse entre C et D. Voilà. Donc en fait, l'ordre va être le suivant, A, C, B, D, ou A, D, B, C, ou B, C, A, D, ou B, D, C, A. B, D, A, C, pardon. Ce qu'on voit, c'est que dans l'ordre, on n'a jamais A et B côte à côte. D'accord? On n'a jamais A et B côte à côte. C'est-à-dire, entre les deux, entre A et B, on a C ou on a D. Voilà. Une dernière propriété, on a une division harmonique, si et seulement si. 2 sur mesure algébrique de AB égale 1 sur mesure algébrique de AC plus 1 sur mesure algébrique de AD. Alors ça, on l'obtient en prenant comme origine, sur la droite, l'origine en A. Donc A égale 0. Donc dire que ça est égal à moins 1, ça revient à dire que A moins C, 0 moins C, donc moins C sur moins D, divisé par B moins C sur B moins D est égal à moins 1. Donc ça veut dire que C sur D est égal à B moins C, je vais les changer à cause de la multiplication par moins 1, C moins B sur B moins D. Puis ensuite, je fais le produit en croix, et je vais trouver, en faisant passer d'un côté à l'autre, qu'on a cette relation-là, puis je vais diviser par CD. Alors je peux, parce que A est égal à 0, et les 4 valeurs sont différentes de 2 à 2. Donc C et D vont être non nuls. Donc en divisant par CD, ça me fait CB sur CD, ça fait B sur D, puis l'autre ça fait B sur C. Puis maintenant je vais diviser par B, et donc ça fait 2 sur B égale 1 sur D plus 1 sur C. Et ça fait exactement 2 sur mesure algébrique de AB égale 1 sur mesure algébrique de AC, c'est celui-là, plus 1 sur mesure algébrique de AD, c'est celui-là. Et la propriété est démontrée. Remarque, on a vu que si AB et CD sont alignés 2 à 2 distincts, et que O est le milieu de AB, alors on a le birapport qui est égal à moins 1 si et seulement si OC multiplié par OD en mesure algébrique est égal à mesure algébrique de OA au carré. Je vais l'appeler 1, cette égalité. Fixons ABC et cherchons D, vérifiant ça. Donc, vérifiant ça. Si C n'est pas le milieu de AB, à ce moment-là, ça veut dire que C est différent de O. Alors, puisque C est différent de O, OC n'est pas nul, et 1 admet une unique solution en D, déterminée par mesure algébrique de OD égale mesure algébrique de OA carré sur OC. D est différent de A, parce que si D était égal à A, j'aurais mesure algébrique de OA qui serait égale à mesure algébrique de OA carré divisé par mesure algébrique de OC. Et à ce moment-là, en divisant par mesure algébrique de OA, et je peux parce que mesure algébrique de OA est différent de 0 parce que O n'est pas égal à A, parce que O est le milieu de AB et que A est différent de B, eh bien je vais obtenir OA est égal à OC en mesure algébrique. Donc A égale C, ce qui est faux. D est différent de B parce que sinon j'aurais mesure algébrique de OB égale mesure algébrique de OA au carré sur mesure algébrique de OC. Mais la mesure algébrique de OA carré c'est la même que celle de OB carré parce que mesure algébrique de OA égale moins mesure algébrique de OB. Et donc j'obtiens ça et par le même raisonnement que tout de suite, j'aurai mesure algébrique de OB égale mesure algébrique de OC et donc B égale C, ce qui est faux. Et enfin D est différent de C parce que sinon j'aurais mesure algébrique de OC au carré égale mesure algébrique de OA au carré. Donc OC en mesure algébrique égale mesure algébrique de OA, mais à ce moment-là A égale C, ce qui est faux. Ou bien mesure algébrique de OC égale moins mesure algébrique de OA, mais qui fait mesure algébrique de OB, puisque O est le milieu de AB. Et à ce moment-là, j'aurai B égale C, ce qui est faux aussi. Voilà, donc j'ai bien une unique solution. Petit 2. Si C est égal à O, milieu de AB, alors là, il y a un problème, parce que dans ce cas-là, OC va faire 0, et j'ai 0 est égal à OA carré. Or, A est différent de 0, parce que si j'avais O égale A, eh bien, j'aurais, puisque O est le milieu de AB, je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'aurais A égale B. Donc c'est impossible, et donc l'équation 1 n'a pas de solution, donc il n'existe pas de point D, dans ce cas-là, c'est-à-dire quand C est le milieu de AB, eh bien le point D
n'existe pas, on ne peut pas trouver D tel que birapport ABCD est égal à moins 1. On va voir maintenant le birapport de 4 droites, 2 à 2 distinctes, coplanaires, qui devront être soit toutes les 4 parallèles, soit concurrentes en haut. Alors, toutes les droites dont on va parler ici seront coplanaires. Parce que ces 4 droites-là, on va les couper par 2 autres droites qui pourront être parallèles ou séquentes. L'important, c'est qu'elles viennent couper les 4 en question. Donc, je vais distinguer les deux cas et on va voir que le résultat est le même. D1, D2, D3, 4 droites parallèles coplanaires, 2 à 2 distinctes, donc ça s'appelle P le plan, delta, delta prime dans le plan, distinctes, séquentes ou parallèles, séquentes à D1. Donc comme D1, D2, D3, D4 sont parallèles, elle va être séquente à D2, D3, D4. D'accord, pour delta. Et puis delta prime, exactement pareil. Alors donc, pour delta, elle va venir couper donc D1, D2, D3, D4 en A1, A2, A3, A4. Donc c'est ce que je vois ici. J'ai D1, D2, D3, D4. Donc la première séquence coupe, voilà. Puis la deuxième fait pareil, et elle vient couper en A'1, A'2, A'3, A'4. Eh bien, les birapports sont égaux. Quel que soit le repérage, bien sûr, qu'on a sur delta, delta prime. Ça, on sait que le birapport est indépendant du repérage. Donc, démonstration. Alors, d'abord, on va expliquer pourquoi les A' sont, et les AI sont 2 à 2 distincts. Supposons, par exemple, que A1 est égal à A2. Ben, la droite D2, qui est parallèle à D1 passant par A2, à ce moment-là, elle serait parallèle à D1 passant par A1, donc ce serait la droite D1. Alors on a supposé que les droites étaient distinctes. Donc on a bien des points qui sont 2 à 2 distincts. Et on applique ensuite Thalès. Donc en fait, A1, mesure algébrique de A1, A3 divisé par mesure algébrique de A1 à A4 est égal à mesure algébrique de A'1, A'3 sur A'1, A'4 et mesure algébrique de A2, A3 sur mesure algébrique de A2, A4 est égal à mesure algébrique de A'2, A'3 sur mesure algébrique de A'2, A'4. Donc après, quand on va diviser ça par ça, on va trouver ça par ça, et ça donne tout de suite les deux birapports qui sont égaux. Alors maintenant, le cas de 4 droites concurrentes. Donc là, il faut supposer que delta est une droite qui coupe D1, D2, D3, D4. Elle est séquente à chacune des 4. Et idem pour delta prime. Donc j'ai cette situation-là. Là, j'ai mis D1, D3. Alors pour des raisons de lisibilité de mon dessin, j'ai mis D1, D3, D2, D4 dans cet ordre-là. Ça n'a aucune importance. Donc mes deux droites, delta, delta prime. Donc vous voyez, delta, elle coupe D1 en A1, D3 en A3, D2 en A2 et D4 en A4. Idem pour delta prime. Eh bien, le birapport, les deux birapports, là aussi, vont être égaux, quel que soit le repérage. Ça, on le sait. Donc, la parallèle, on va tracer pour ça la parallèle à D4. Alors, D4, c'est celle-là. La parallèle à D4 passant par A3. D'accord? Donc, elle vient couper, bon, forcément, elle vient couper, comme D4 est séquente à D1 et à D2, bah, cette parallèle va être séquente à D1 en E et à D2 en F. Et je fais la même chose avec les primes, autrement dit, je fais la même chose avec la parallèle à D4 passant par A'3. Donc elle vient couper D1 en E' et D2 en F'. Puis ensuite, j'applique Thalès. Alors, A1, mesure algébrique de 1 à 3 sur mesure algébrique de A1 à 4. A1 à 3, A1 à 4. J'utilise ces deux parallèles. Ça fait mesure algébrique de A1E sur mesure algébrique de A1O. D'accord? Voilà. Et puis après, ben, classique, ça fera mesure algébrique de A3E sur mesure algébrique de A4O. D'accord? Alors maintenant A2, A3 sur A2, A4, A2, A3 sur A2, A4. Donc ici ça fait A2F.
Oui, alors là, mes parallèles. Donc, je suis comme ça. Voilà, c'est ça. A2, A3 sur A2, A4. Donc, ça fait A, mesure algébrique de A2F sur A2. Et donc, ça va faire A3F sur A4O. Voilà. Donc, maintenant, le birapport, c'est ça divisé par ça. Donc, ça divisé par ça. Et je vois tout de suite que A4O s'en va, qui va rester A3E sur A3F. Alors maintenant, je regarde A3E sur A3F. J'ai ces droites séquentes. A3E sur A3F, bah, ça va faire pareil grâce à ces deux parallèles. Donc j'applique Thalès. Ça fera A'3E' sur A'3F'. Bon. Ça peut se redémontrer ça, hein. C'est-à-dire que A3, je vais passer en fait A'3 ici et A3 ici. Hein. C'est-à-dire que si je fais A3E sur A'3E', A3E sur A'3E', hein, c'est égal à O A3 en mesure algébrique sur O A'3. D'accord? Bon, il faut prendre quand même la même orientation pour ces deux droites. Hein. Même repérage. Alors, et ce O A3 sur O A'3, il est bien égal, et là je prends cette configuration-là, à A3F en mesure algébrique sur A'3F'. D'où l'égalité de ça. Enfin, on pouvait le dire directement, hein, c'est Thalès. Alors maintenant, ce que j'ai fait avec ça, je le fais avec les primes. Évidemment, je vais obtenir le même résultat, à savoir que mon birapport va être égal à A'3E' sur A'3F'. Seulement, voilà, c'est égal à ça. Donc, les deux birapports vont être égaux. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que quand on prend D1, D2, D3, D4, 4 droites coplanaires concurrentes, 2 à 2 distinctes, hein, concurrentes ou parallèles, et coupées par une droite delta, séquente donc à D1, D2, D3, D4, hein, en A1, A2, A3, A4, et bien le birapport A1, A2, A3, A4 est indépendant de la droite delta qui vient couper D1, D2, D3, D4. Et ce birapport, on l'appelle birapport des quatre droites D1, D2, D3, D4, et on va le noter comme ça. Une remarque très rapide, puisque c'est un cas particulier de ce qui a été démontré avant. Dans le plan, quand on a deux droites delta, delta prime, séquentes en O, coupées par trois parallèles D1, D2, D3, en A1, A2, A3 sur delta, A'1, A'2, A'3 sur delta prime, alors le birapport OA1, A2, A3 est égal au birapport OA'1, A'2, A'3. Démonstration, ben c'est Thalès, OA1, OA2 en mesure algébrique OA2 sur mesure algébrique OA3 est égal à mesure algébrique OA'2 sur mesure algébrique OA'3, mesure algébrique A1, A2 sur mesure algébrique A1, A3 égale mesure algébrique A'1, A'2 sur mesure algébrique A'1, A'3, et quand on divise ensuite ça par ça, et ça par, on trouve que ça fait ça divisé par ça, d'où l'égalité des deux birapports. Faisceau harmonique. Alors on est toujours avec quatre droites qui sont coplanaires, 2 à 2 distinctes, qui sont parallèles ou qui sont concurrentes en haut. Si D1, D2, D3, D4, hein, l'ordre compte est égal à -1, si le birapport est égal à -1, on dit que D1, D2, D3, D4 dans cet ordre forment un faisceau harmonique de droite. On dit aussi que D3, D4 sont harmoniques par rapport à D1, D2. Et comme on a vu avec les points, eh bien, on peut échanger D3, D4 et puis D2, D1. Hein, c'était la même chose qu'avec les nombres complexes. Supposons D1, D2, D3, D4 concurrentes en haut. Donc là, je me place dans le cas où il y a quatre droites qui sont concurrentes en haut. Et je considère une droite delta qui coupe D1, D2, D3, D4 en A1, A2, A3, A4. Et la parallèle, je trace la parallèle à D1, passant par A2, qui vient couper D3
en E et D4 en F. Non, et... Oui, c'est ça. Alors, dire que le birapport est égal à -1, ça équivaut à dire que A2 est le milieu de F. Démonstration, le birapport est égal à ça, il est égal à ça, qui est égal à ça. J'applique Thalès. A3, alors j'applique Thalès A3, A1 sur A3, A2. A3, A1 sur A3, A2, et là je considère ces deux droites, d'accord, avec ces deux séquentes. A3, A1 sur A3, A2 est égal à A3O sur A3E est égal à A1O sur A2E. D'accord. C'est-à-dire qu'on a ces deux-là, et donc après de ces deux-là, on a déduit A1O sur A2. En mesure algébrique, tout ça, et on sait que ça ne dépend pas de l'orientation. Alors, ça ne dépend pas de l'orientation choisie. Aussi, il faut avoir la même orientation sur les deux droites parallèles quand même. Et A4, A2, alors là je change, et je prends donc A4, A2 sur A4, A1. A4, A1, et donc là je suis là, avec ces deux parallèles, c'est toujours Thalès. A4, A2, mais c'est plus facile à voir, sur A4, A1, égale A4F sur A4O, égale A2F sur A1O en mesure algébrique. Bon, on a ça, et donc quand on va faire la multiplication, ça revient à multiplier ça pour le birapport, et donc on trouve ça. Et donc il est égal à -1 si et seulement si A de F est égal à moins A de E en mesure algébrique, ce qui équivaut à dire que A2 est milieu de F. Et c'est bien ce qu'on voulait démontrer. Alors maintenant, considérons une autre droite quelconque parallèle à D1. Donc, je l'ai mise ici. Alors, ne passant pas par O, j'aurais pu mettre passant pas par O, O n'appartient pas à cette droite. Si je l'appelle D, O n'appartient pas à D. Elle coupe D2 en D3, elle coupe D2, D3, D4 en B2, B3, B4. C'est normal puisque elle est concurrente et que les autres sont séquentes, donc elle les coupe. Elle est donc parallèle à EF. Bah oui. Alors, elle peut être confondue à EF. Elle est pas. Alors, si elle n'est pas confondue, pour ce que je vais suivre, il ne faut pas qu'elle soit confondue. Donc, mettons qu'elle ne soit pas confondue à EF. D'accord. Elle est parallèle à EF. Et là, je vais pouvoir appliquer Thalès et dire que B2, B4 sur B2, B3 est égal à A de F sur A de E. Là aussi en prenant la même orientation sur les deux droites parallèles. Donc dire que le birapport est égal à -1, c'est-à-dire qu'on a un faisceau harmonique, ça équivaut à dire que B2, B4 va être égal à moins B2, B3, c'est-à-dire que B2 est milieu de B3, B4. Résultat qui reste vrai si cette droite est confondue ici, puisque à ce moment-là, ça donne A2 milieu de EF. D'accord? Donc la conclusion, c'est que si on a D1, D2, D3, D4 coplanaires, deux A2 distincts, concurrentes en haut, et une droite D parallèle à D1 qui coupe D2, D3, D4 en B2, B3, B4, alors D1, D2, D3, D4 forment un faisceau harmonique dans cet ordre. Si et seulement si, B2 est milieu de B3, B4. Une autre façon de le dire, c'est que 4 droites coplanaires 2 à 2 distinctes concurrentes en eau forment un faisceau harmonique, alors dans un ordre évidemment à déterminer, si et seulement si une droite parallèle à l'une des quatre, alors ne passant pas par O, coupe les trois autres en 3 points, dont l'un est au milieu des deux autres. Propriété, on considère dans un plan deux droites delta, delta prime, séquentes en haut et leur bisectrice D, D prime. On sait que D est perpendiculaire à D prime. Alors, delta, delta prime, D, D prime forment un faisceau harmonique, c'est-à-dire que le birapport est égal à -1. Donc deux droites séquentes forment un faisceau harmonique avec leur bisectrice. On trace pour ça
donc on a la bisectrice, une autre bisectrice, on trace la parallèle à D' ne passant pas par O. Donc on va obtenir ici un triangle OAB, d'accord? Et D est bisectrice. Alors, ces deux droites sont parallèles. Ici, il y a un angle droit. Donc ici, il va y en avoir un. Et on sait que D est la bisectrice. Donc bisectrice et hauteur. Donc on va avoir un triangle OAB qui est isocèle en haut. Et C va être le milieu de AB. Donc on aura bien un faisceau harmonique. La réciproque est fausse. Il suffit de prendre un triangle qui n'est pas isocèle. Donc AB différent de OA différent de OB. Et de considérer la médiane, donc C milieu de AB, tracer la parallèle D' à la droite AB, et donc je vais avoir un faisceau harmonique delta prime, D' parce que c'est milieu de AB, mais il est évident que cette médiane n'est pas la bisectrice de delta prime parce que le triangle n'est pas isocèle. Voilà. Donc, un contre-exemple. Et si, alors maintenant, il ne faut pas grand-chose pour que ça marche. Hein. Si dans un plan, les droites delta prime, D', deux ados distincts concourant en haut, forment un faisceau harmonique, alors D perpendiculaire à D perpendiculaire à D' est équivalent à D' sont les bisectrices de delta prime. Ici, je n'avais pas la perpendicularité. Et ça venait du fait que la médiane n'était pas une hauteur. Et donc n'était pas la bisectrice. Alors, donc là j'ai presque fait la démonstration. Dans ce sens-là, rien à dire. Quand il y a deux bisectrices, ben on sait qu'elles sont, si D' sont les bisectrices, elles sont perpendiculaires. Dans l'autre sens, donc j'ai deux droites perpendiculaires, comme ça. Je trace la parallèle à D'. Donc ici, je vais encore avoir un angle droit, c'est-à-dire que la droite D va être perpendiculaire à AB. D'accord? Et comme le faisceau est harmonique, en plus, C est le milieu de AB. Donc ici, en fait, je vais avoir une médiane qui est hauteur, hein, et donc qui va être bisectrice aussi, hein, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai un triangle OAB qui est isocèle. Hein, voilà. Et donc, le plus important, c'est que D soit bisectrice de delta prime. Et comme D' est perpendiculaire à D, eh bien, elle aussi va être une bisectrice de delta prime. Voilà, donc D' sont les bisectrices de delta prime. Une dernière remarque sur les bisectrices d'un triangle. Donc, dans le plan, un vrai triangle ABC, les bisectrices intérieures et extérieures de l'angle A, donc de l'angle BAC, coupe BC en D et E. Alors, on sait que les deux côtés du triangle et puis les deux bisectrices forment un faisceau linéaire, donc un faisceau harmonique, pardon. Donc AB, AC, AD, AE est égal à moins 1. Donc BCDE est égal à moins 1. Alors on va montrer que les longueurs DB sur DC est égal à EB sur EC est égal à AB sur AC. Les rapports. Démonstration, DEBC est égal à moins 1, ça implique que DB sur DC en mesure algébrique est égal à EB sur EC en mesure algébrique. On construit la parallèle à AB passant par C. Elle va couper forcément comme les quatre droites, là, les deux bisectrices et les deux côtés sont concurrents en A. Cette droite va couper la droite AD en M et la droite AE en P. Et on sait que puisque le faisceau est harmonique, C est le milieu de MP. C'est le milieu de MP. Ici en A, si je considère le triangle AMP rectangle en A avec C milieu de MP, c'est le centre du cercle circonscrit à ce triangle. J'ai la longueur AC qui est égale à la longueur CP. Donc quand... alors j'ai d'autre part Thalès qui me dit que EB sur EC en mesure algébrique est égal à AB sur PC, d'accord? Et maintenant je vais passer aux longueurs, hein, c'est-à-dire ces rapports entre
les mesures algébriques vont me donner, quand je prends les valeurs absolues, des rapports entre les longueurs. Et donc dB sur DC égale EB sur EC est égal à AB sur PC. Mais PC, il est égal à AC, et donc ça me fait AB sur AC, et j'obtiens le résultat escompté. Définition. Dans le plan affine, on considère deux droites DD' séquentes en haut et un point P qui n'est pas sur D, qui n'est pas sur D'. On dit qu'un point M du plan est conjugué à P par rapport à DD', M conjugué à P par rapport à DD', si la droite PM est séquente aux droites D et D' en A et A', et qu'on a le birapport AA'MP qui est égal à moins 1. Autrement dit, on a une division harmonique. Ce qui équivaut à dire que ces quatre droites D, D', OP et OM sont aussi en division harmonique. On a un faisceau harmonique de droites. Alors, est-ce que de tels points M existent et où sont-ils? Donc, existence. Eh bien, pour l'existence, on va prendre une droite qui passe par P qui est séquente en DD', à DD', en A et A'. D'accord? Eh bien, je sais que sur cette droite AA', il existe un unique point Q tel que AA'PQ est égal à moins 1. Il n'y en a qu'un. Et donc, ce point Q, il est ici, et comme il vérifie ça, ça veut dire que Q est conjugué de P par rapport aux droites D et D'. Donc lui, il convient. Alors maintenant, à partir de Q, alors je vais mener par P la parallèle à la droite D, qui vient couper OQ en E, et la parallèle à la droite D', passant par P, qui vient couper OQ en F. D'accord? Donc, si je prends un point qui n'est ni E ni F, un point M, je suis sûr que la droite MP va être séquente à D'. Donc, si M est un point de OQ, différent aussi de O, puis pourquoi pas de Q, parce que bon, Q, on sait déjà que ça va être un point conjugué à P, donc on peut ne pas le prendre, Q ici, donc et ni E ni F. Alors on est sûr que MP est séquente à DD' en BB'. Donc en B et B'. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je sais que le birapport B, B', P, M va être égal à A', P, Q. Parce que j'ai démontré que ce birapport ne dépendait pas de la séquence qui coupait quatre droites concurrentes en un point. Mais comme A', PQ est égal à moins 1, l'autre va être égal à moins 1. Autrement dit, pour tout point M de la droite au Q, différent de O, puisque ça marche aussi pour Q, différent de O, de E et de F, eh bien tout point M sera conjugué à P suivant DD', du moment qu'il n'est pas égal à O, à E et à F. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si M n'appartient pas à OQ? Est-il possible qu'il soit conjugué à P suivant DD'? Donc prenons un point M ici qui serait conjugué à P suivant DD'. Donc là, la droite PM est séquente à D en C, à D' en C', puis elle va être séquente évidemment à la droite OQ aussi, en M. Bon. Le point M ici, évidemment c'est pas O, c'est pas E et c'est pas F, puisque PM est séquente à DD', eh bien je sais que N il est conjugué à P suivant DD'. Autrement dit, je sais que C', P, N est égal à moins 1. Et je sais que sur cette droite, N c'est le seul point N qui vérifie birapport CC', PM est égal à moins 1. Or là, j'en ai un deuxième, donc c'est impossible. Donc il n'y a pas d'autres points. Les points qui sont en dehors de cette droite-là, eh bien, ils ne peuvent pas être conjugués à P suivant DD'. Conclusion. L'ensemble des points M conjugués à P suivant DD' est une droite OQ, mais privée de 3 points. Privée de O,
est privé de E et F. E, c'est l'intersection de OQ avec la parallèle AD passant par P, et F, l'intersection de OQ avec la parallèle AD' passant par P. D'accord? Et bien, tous les points de cette droite, autres que O, E et F, vont être conjugués à P suivant DD'. On dit que OQ est la polaire de OP par rapport à DD', et on note parfois comme ça pour dire qu'on a un faisceau harmonique, voilà, égal à moins 1. Toujours dans le plan, on considère deux droites distinctes parallèles D et D'. Et un point P qui n'appartient pas à D et qui n'appartient pas à D'. On dira là aussi que M est conjugué à P par rapport à DD' si MP coupe DD' en AA', tel que le birapport AA'-PM est égal à moins 1. Donc soit delta, une droite passant par P, séquente à DD', donc delta coupe D en A et en AP. Alors, premier cas. P n'est pas le milieu de AA'. P n'est pas le milieu de AA'. Alors, on sait qu'il existe un unique point Q appartenant à la droite AA', tel que AA'-PQ est égal à moins 1. Dans ce cas-là, je vais tracer la droite D1 passant par Q parallèle à la droite D, donc aussi à la droite D'. Si je prends un point M appartenant à D1, ici, eh bien, la droite PM, évidemment, puisque D1 est parallèle aux autres, la droite PM va être séquente à D en BB'. AD en B, et puis AD' en B'. Et on sait alors, parce qu'on l'a déjà démontré, que BB', PM est égal à AA', PQ, qui vaut moins 1. Donc ça vaut moins 1. Donc ça veut dire que M est, quel que soit M appartenant à D1, parce que c'est vrai aussi pour Q, M est conjugué à P par rapport à DD'. Maintenant, si M n'appartient pas à D1, là, et que MP, alors, MP, et que MP coupe la droite D, donc aussi la droite D', en B', B. Je rappelle qu'elles sont parallèles. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? La droite MP va couper aussi la droite D1, qui est ici, qui passe par Q. D'accord? Puisqu'elles sont parallèles, comme elle est séquente à D et séquente à D', elle va être séquente aussi à D1, en N. À ce moment-là, comme N appartient à D1, j'ai B', Pn qui est égal à moins 1. On dit le point N est un point conjugué. D'accord? Mais je sais même que c'est le seul point conjugué qui soit conjugué à P qui soit sur la droite BB'. Donc en fait, M, il est forcément en N. D'accord? Il ne peut pas être à l'extérieur de D1. Donc c'est impossible d'avoir un point à l'extérieur de D1 qui soit conjugué au point P. Donc la droite D1, c'est exactement l'ensemble des points conjugué à P par rapport aux droites D'. Voilà. Donc, alors, c'est ce que j'ai mis ici. L'ensemble des points conjugués à P, c'est une droite D1 parallèle à D, à retenir. Dans ce cas-là, la polaire, parce qu'on va l'appeler la polaire, est parallèle à D. Donc on l'appelle la polaire de P par rapport à DD'. Alors maintenant, qu'arrive-t-il si P est milieu de AA'? Je reviens ici. Si P ici. Si P est le milieu de AA', P est milieu de AA', ça veut dire qu'il y a une homothétie de rapport moins 1 qui transforme la droite D en D'. Et à ce moment-là, quelle que soit la séquente à DD' passant par P, d'accord, eh bien j'aurai, donc séquente en B et en B', j'aurai BB' qui seront symétriques par rapport à P, et dans ce cas-là, je sais que je ne pourrais pas trouver sur la droite de BB', je ne pourrais pas trouver de point qui soit conjugué à P par rapport à BB'. C'est-à-dire que je ne pourrais pas avoir BB', PM est égal à moins 1. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de point conjugué à P par rapport à DD'. Construction de la polaire dans le cas où les droites DD' sont séquentes en haut. Donc j'ai un point P qui n'appartient pas à D, qui n'appartient pas à D'.
D'accord, D, D', P, on trace deux séquentes passant par P, deux séquentes à D', on a A', BB'. Premier cas, les diagonales AB', A'B du quadrilatère A'B', sont séquentes en M. On va montrer que OM est la polaire. La polaire de P par rapport à D', passe par le point O et coupe AA' en E et F. D'accord, AA' en E et puis BB' en F. D'accord. Bon, ben, on a forcément, donc on a ça. La polaire delta' de P par rapport aux droites séquentes AB' et A'B passe par leur intersection qui est M. Mais j'ai cette relation AA'PE qui est égale à moins 1 avec A qui appartient à AB', c'est-à-dire à cette droite-là, A' qui appartient à celle-là, et les 4 points qui sont alignés. Donc E, là, ça nous dit qu'il est conjugué de P par rapport aux droites AB', BA', donc il appartient à delta'. De la même façon, F appartient à delta', qui du coup est la droite EF. D'accord. Mais M, E, F sont alignés. Enfin, ça implique que M, E, F sont alignés. Mais je savais aussi que E, F, O sont alignés, donc tous ces points-là sont alignés. Et la droite delta, qui est en fait la droite EF, eh bien, ça va donc devenir la droite OM. D'accord. Donc OM, c'est bien la polaire. Deuxième cas, AB' est parallèle à BA'. C'est ce que j'ai mis ici. AB' est parallèle à BA'. Donc, dans ce cas-là, je vais tracer la parallèle à AB', donc aussi à BA', passant par où? Elle vient couper la droite à A' en Q. Et là, j'applique Thalès. Mesure algébrique de QA' sur mesure algébrique de QA égale mesure algébrique de OA' sur mesure algébrique de OB', et donc égale à mesure algébrique de A'. Alors, oui, mesure algébrique de OA' sur OB', je change de configuration de Thalès, je prends ces deux droites-là, ça fait mesure algébrique de OB sur OA, et ça fait donc mesure algébrique de A'B sur B'A. D'accord. Et j'arrive là. Je change celui-là en son opposé, ça me fait ça. Et maintenant, j'observe que BA' en mesure algébrique divisé par AB', c'est exactement PA' sur PA. Parce que PA' sur PA, ça fait PB sur PB', et ça fait BA' sur AB'. Donc, j'obtiens ça. Et donc, quand je divise ça par ça, ça me fait moins 1. Et ça me dit exactement que le birapport QPA' est égal à moins 1. Et donc, on sait qu'on peut échanger ces deux-là, et les mettre devant. Et donc, ça me fait ça. Et donc, ça me dit que Q est bien conjugué à P par rapport aux droites DD'. Et ça me dit surtout que la droite delta, parce que je sais qu'elle doit passer par O, et donc elle passe aussi par Q, donc c'est la droite OQ. Voilà. On voit maintenant la construction de la polaire quand D et D' sont parallèles, soit P, un point qui n'appartient ni à D ni à D', P, D', D, on trace deux séquentes passant par P, elle coupe D en AB, D' en A'B', et la polaire delta de P par rapport à D', on le sait, est parallèle à la droite D, donc aussi à la droite D'. Donc elle va couper A', BB' en E et F. Bon. Et évidemment, on aura ça, puisque E est conjugué à P et que F est conjugué à P. Donc premier cas, AB', BA', les diagonales du parallélogramme A', BB' sont séquentes en M. Alors on considère la polaire delta' du point P par rapport à ces deux droites AB', A'B. Elle passe par M, cette polaire. Mais comme on a vu que AA'PE est égal à moins 1, et comme A appartient à la droite AB', A' à la droite A'B, eh bien, et que AA'PE sont alignés, eh bien on en déduit que E appartient à la polaire delta'. C'est-à-dire que E est conjugué de P par rapport à ces deux droites. De même, F appartient à delta'. Donc la droite delta',
c'est la droite EF. D'accord? Et elle passe par M, donc ça veut dire que M et F sont alignés. Alors EF, on sait, c'est parallèle à D, donc on en déduit que la polaire delta de... On en déduit que la polaire delta de P par rapport à DD', bah, c'est la parallèle à D qui passe par M puisqu'elle passe par M. Voilà. Alors maintenant, si AB' et BA' sont parallèles, à ce moment-là, comme AB est parallèle à A'B', on va avoir AB'A'B qui va être un parallélogramme. Et comme P est à l'intersection de AA' et de BB', c'est même un parallélogramme de centre P. Alors dans ce cas-là, bah, P n'a pas de conjugué, parce que si on prenait au milieu, si on prenait CC', une séquente CC', ou droite AB, et puis A'B', donc DD', et puis s'il y avait un point M qui était conjugué de P, eh bien on aurait, on le sait, en prenant O au milieu de CC', on aurait OM OP en mesure algébrique fois OP serait égal à mesure algébrique de OA au carré. Sauf que là, le milieu de CC', évidemment, il y a une symétrie dans ce parallélogramme, ça va être P. Et donc O est égal à P, donc ça fait 0 de ce côté-là, ça fait PA de l'autre côté, et ça voudrait dire que AP serait égal à 0, donc que P serait confondu avec A. Dans le point P, on ne le prend pas sur la droite D. Donc c'est impossible. De toute façon, ce cas, on avait vu avant qu'il était